partir au Japon pour voir les cerisiers en fleurs, se rendre aux États-Unis pour faire un road trip entre amis, ou encore renouer avec la nature en partant camper 15 jours en Creuse, le voyage est une pratique qui touche plus ou moins tout le monde dans nos sociétés occidentales. Les différences subsistent seulement dans les destinations. Mais voyager nous fait rêver, nous inspire et nous connecte avec le monde extérieur. C'est un peu comme une pause dans notre vie quotidienne où le temps d'un instant, on se ressource, on découvre et on ressent. On aime tellement le voyage qu'on peut le considérer comme une passion, ou encore comme faisant partie intégrante de notre personnalité. Il y a quelque chose dans le voyage qui nous fait nous sentir uniques, tant bien même c'est une pratique qui est aujourd'hui mondialisée. Ce serait en fait une manière concrète d'en apprendre plus sur le monde qui nous entoure. Un peu comme l'école de la vie, et je pense que c'est ça qui rend le voyage si spécial et presque pur à nos yeux. Ce côté très humain de la découverte, accompagné d'un cheminement quasi spirituel de notre soi intérieur, découvrir l'autre, c'est se découvrir avant tout. Et comme disait Zola, rien ne développe l'intelligence comme les voyages. Tout ça, c'est très beau, très poétique. Mais dans un monde où le tourisme est devenu une industrie générant des milliards d'euros de recettes par jour, faisant le bonheur de certains au détriment de nombreux problèmes écologiques, sociaux, politiques et culturels, peut-on encore concevoir le voyage comme une immanquable source de savoir nous permettant de nous découvrir en tant qu'humains ? Eh ben, c'est ce que nous allons voir. Le voyage est un thème plutôt important en philosophie, et ce depuis déjà pas mal de siècles. En Grèce antique, nombreuses sont les histoires contant les aventures épiques d'hommes voyageant à travers le monde, comme par exemple avec l'Odyssée d'Homère. Et le fait que les Grecs soient réputés pour avoir beaucoup voyagé pendant l'Antiquité renforce encore plus l'idée qu'ils portent une importance tout autre à cette pratique. Le lien entre philosophie et voyage est encore plus intime que ce qu'on pourrait penser. L'école péripatéticienne, fondée par Aristote, avait comme particularité de relier la marche à l'enseignement. En d'autres termes, le mouvement accompagnait la philosophie. Et le voyage étant défini par le mouvement, il est donc logique que cette pratique suscite questions et réflexions, d'autant plus dans un monde mondialisé comme le nôtre, où voyager est en général rendu plus facile et plus sûr qu'il y a plus de 2000 ans. Les raisons généralement évoquées pour lesquelles un tel aime le voyage sont la découverte de nouveaux pays et de nouvelles cultures. D'ailleurs, on dit souvent que partir à la découverte de l'étranger nous permettrait de nous ouvrir au monde et d'en apprendre davantage sur ce qui nous entoure. Le voyage sert donc de base d'apprentissage et serait en quelque sorte la clé de la sagesse. D'après Francis Bacon, la meilleure façon d'étendre notre savoir est par l'observation et l'expérience. Il dit également que l'on ne peut comprendre les mers et ses poissons en restant assis sur une chaise, et qu'il nous faut sortir découvrir le monde et regarder autour de nous. Le voyage serait donc l'outil ultime de l'apprentissage. Il est la pratique de la théorie philosophique, et quoi de mieux que la pratique pour apprendre ? La valeur éducationnelle et expérimentale du voyage suggère que découvrir de nouveaux endroits transforme notre manière de penser, et ceci s'explique par la théorie de l'extended mind, ou esprit étendu en français. En gros, notre esprit n'est pas seulement dans notre tête, mais s'étend au monde qui nous entoure. Pour Emily Thomas, professeure agrégée en philosophie à l'université de Durham en Angleterre, lorsque nous quittons un endroit pour en découvrir un autre, nos outils cognitifs changent, de même que notre esprit. Il n'y aurait donc pas de véritable distinction entre notre esprit, notre corps et l'environnement qui nous entoure, et notre système cognitif serait composé de tous ces éléments. Et c'est un pouvoir assez unique au voyage. Voyager nous ferait donc ressentir des sensations inédites, au point où nous en sommes presque devenus accros. Il est désormais presque impensable pour certains de ne pas sortir de chez soi pendant les vacances. Beaucoup d'entre nous rêvent certainement de partir à l'autre bout du monde, quitte à économiser durant des mois voire des années afin de financer ce projet. Voyager fait dorénavant intégralement partie de notre vie et de notre quotidien. Pourtant, deux personnes peuvent toutes les deux avoir voyagé en Thaïlande par exemple, et ne pas en ressortir les mêmes expériences pour autant. Les vécus seront certainement différents, mais également les sentiments ressentis. Et cette réalité complexifie davantage la question du voyage dans la réflexion philosophique. Pour Montaigne, il existe un art de voyager. Ayant beaucoup voyagé, il est un grand partisan du voyage comme base éducationnelle. Dans ses essais, il écrit qu'il existe de bons et de mauvais voyageurs. Les mauvais voyageurs sont, dans le cas des Français, ceux qui restent entre Français à l'étranger et qui, dit-il, abominent les étrangers. Pour le philosophe, il est évident qu'il ne voyage pas, dit-il, pour trouver d'autres Gascons. Ce que je trouve très drôle dans cette déclaration de Montaigne, c'est de voir que la problématique des mauvais touristes existait déjà à cette époque. J'imagine que ce qu'il dit ne vous surprend probablement pas, car pour certains, voyage rime avec respect des locaux et de leurs règles, et en apprendre plus sur leur culture suppose qu'il faille se mélanger.
Sauf qu'on le sait, cette manière de voyager n'est pas adoptée par tout le monde. Le tourisme est de nos jours une véritable industrie. Avec le tourisme de masse, on a vu naître et se démocratiser ces nombreux resorts, tout équipés avec piscine, salle de sport, bref, tout comme à la maison ou presque. Et c'est là que l'on retrouve ces mauvais touristes d'après la définition de Montaigne, car généralement, lorsqu'on se rend à ce genre de complexe hôtelier, c'est pour retrouver un confort que l'on a dans notre pays. Et il n'y a bien évidemment pas de locaux, vu que ce sont des infrastructures réservées aux touristes, et donc en apprendre davantage sur la culture du pays semble plus complexe. Montaigne dit également dans son texte « Il y a bien de la différence entre voyager pour voir du pays ou pour voir des peuples. Le premier objet est toujours celui des curieux, l'autre n'est pour eux qu'accessoire. Ce doit être tout le contraire pour celui qui veut philosopher. L'enfant observe les choses en attendant qu'il puisse observer les hommes. L'homme doit commencer par observer ses semblables, et puis il observe les choses s'il en a le temps. Le voyage en tant qu'objet de réflexion doit avant tout se porter sur l'observation des hommes. C'est là que réside pour lui la base éducationnelle de cette pratique. Or, avec le tourisme de masse, les gens souhaitent généralement découvrir de nouveaux paysages. Et la rencontre avec la culture locale reste souvent assez secondaire, ce qui pour Montaigne ne peut constituer un apprentissage philosophique. Les voyages sont très utiles pour l'auteur, mais leur utilité ne convient qu'à très peu de gens, ils ne conviennent qu'aux hommes assez fermes sur eux-mêmes pour écouter les leçons de l'erreur sans se laisser séduire et pour voir l'exemple du vice sans se laisser entraîner. Il faut donc déjà être une bonne personne de base pour bénéficier de cette pratique. Les gens mal élevés, comme il dit, ne feront que contracter les vices du pays qu'ils visitent. Le voyage entre donc dans une certaine continuité de l'éducation et ne portera que ses fruits si le socle est déjà solide. Pour finir, Montaigne explique que les voyages doivent avoir des règles. Tout ce qui se fait par raison doit avoir ses règles. Les voyages, pris comme une partie de l'éducation, doivent avoir les leurs. Voyager pour s'instruire, c'est trop vague, il faut un but déterminé à l'avance car l'instruction sans but n'a pour lui aucun sens. Bon, vous avez compris, Montaigne est assez intransigeant sur la question du voyage. Pour un grand voyageur comme lui, il est évident qu'il admet à cette pratique des côtés utiles dans le cheminement philosophique, mais le concept de s'instruire pour voyager étant trop vague, il faut que chaque personne souhaitant s'élancer dans un trip philosophique sache quels sont ses buts et la nature de son voyage. Le texte de Montaigne soulève des points intéressants. Tous les voyages ne sont pas les mêmes car les aboutissements changent d'une personne à une autre. L'époque de Montaigne est celle que l'on appelle l'époque des grandes découvertes, donc principalement marquée par l'arrivée des Européens en Amérique, en Asie et en Afrique. La nature de ces voyages était donc différente par exemple de la nature du voyage en Hongrie de Montaigne. Et ces différences changeront radicalement la philosophie qui accompagne le voyage. Il y a celui du colon, celui de l'ethnologue ou encore celui du poète. Aujourd'hui, avec le tourisme de masse, on peut également penser qu'il existe un voyage spécifique dont la philosophie et la nature est marquée par cette industrie. Cependant, malgré ce changement de nature, on remarque encore une certaine forme de romantisation. Parce que toute cette question de « apprenons-nous encore du voyage » est complexe car très ancrée dans un imaginaire collectif marqué par une vision peut-être erronée du passé. Pour Montaigne, ses références étaient les philosophes grecs. À notre époque actuelle, je pencherais plutôt vers l'époque romantique. Les romantiques, vous le savez certainement, cultivaient le lyrisme des sentiments. L'Orient était à cette époque au cœur de la fascination de ces artistes et auteurs. On voyait les voyages comme étant un rite de passage, parfois un retour aux sources, comme avec l'itinéraire de Paris à Jérusalem de Chateaubriand, dont l'enjeu n'était plus de produire un savoir, mais d'offrir une vision singulière du monde, marquée donc par les sentiments. On ne voyage pas pour apprendre, mais pour ressentir quelque chose. Les voyages permettaient de faire rêver les artistes, mais également les lecteurs. Et je pense qu'on retrouve cette dynamique encore aujourd'hui. Avec Internet, les blogs de voyage ont explosé avec des photos toutes plus belles les unes que les autres et ça peut être très inspirant pour les personnes qui tombent dessus. Beaucoup de gens veulent voyager pour ressentir de nouvelles sensations en faisant des activités que l'on ne peut pas faire dans notre pays d'origine ou tout simplement en découvrant de nouveaux paysages. Il n'y a pas de mal à chercher à vouloir ressentir quelque chose en voyageant. Les sentiments marquent notre esprit souvent mieux que le savoir. On pourra se souvenir toute notre vie de la première fois qu'on a nagé avec des dauphins en mer, mais au contraire, on oubliera sûrement la situation économique des habitants des côtes. Le voyage a évolué, nous ne voyageons plus de la même manière qu'avant. Le tourisme a dorénavant une place importante dans nos vies car souvent il rime avec vacances. On aime voyager parce qu'on aime être en vacances. Il y a également plein d'aspects économiques comme le fait que ça peut être un marqueur de stabilité économique, voire de richesse, mais je vais pas forcément me focaliser sur ce point-là. Je pense qu'il est important de se détacher de cette vision fantasmée que l'on a du voyage en acceptant aussi que nous ne voyageons pas forcément pour apprendre quelque chose ou pour en dégager une philosophie de vie.
Mais si vous faites partie de ces personnes qui pensent dur comme fer que vos voyages vous font grandir, évoluer, car vous voyagez pour découvrir de nouvelles cultures par exemple, et que pour vous il n'y a rien de plus beau que d'apprendre des autres, en vrai je comprends votre point. D'un point de vue personnel, je juge important de s'intéresser aux autres cultures car déjà on n'est pas tout seul sur Terre, mais on détient également un magnifique patrimoine humain riche en diversité. Mais cette vision du voyage où l'on découvre l'autre sur un pied d'égalité ne serait-elle pas le fruit d'un fantasme utopique où les différences de classe, de richesse, d'origine ou de nationalité n'existeraient pas? Peut-on vraiment mettre ses natures personnelles de côté lorsque l'on rencontre l'autre? Peut-on vraiment arriver dans un pays étranger tel une feuille vierge prête pour l'écriture d'une nouvelle histoire? Montaigne disait dans son texte qu'un bon voyageur est quelqu'un mettant son origine de côté et qui cherche à s'intégrer en apprenant les mœurs locales. Mais dans son cas ou dans le mien, est-ce que je peux vraiment mettre de côté le fait que je sois française et tout ce que cela implique? La question de la culture est très complexe. Elle va bien au-delà de la problématique du voyage puisqu'elle concerne directement la question de l'homme et tout ce que cela implique d'être humain. Elle est fondamentale, elle est en nous, autour de nous ou tout simplement nous. Lorsque nous naissons et grandissons dans un pays, nous avons un certain bagage culturel. Ce bagage diffère d'une personne à une autre car il est influencé par le pays dans lequel nous grandissons et évoluons, mais également par les bagages de notre famille qui ont eux-mêmes été influencés par les bagages de leurs aïeux, etc. Voyager pour découvrir de nouvelles cultures, c'est en soi formidable et ça je pense que personne ne dira le contraire. Mais si je décide de partir 15 jours en Hongrie, comme Montaigne par exemple, afin de m'immerger complètement dans la culture hongroise, en dormant chez l'habitant, en ne mangeant que des plats hongrois matin, midi et soir, en commençant à apprendre la langue aussi, pourquoi pas, j'aurais certes appris beaucoup de choses, mais de là à dire que j'ai appris la culture hongroise, je suis pas sûre. Et surtout que j'y suis allée avec mon filtre culturel français. Je ne pourrais certainement jamais ressentir ce qu'une personne hongroise ressent au contact de ce même savoir, et ce que d'un point de vue identitaire, cela implique d'être hongrois. La culture est plus qu'un simple savoir, c'est un savoir qui engage les sentiments de la personne qui s'identifie à celle-ci. Selon l'histoire du pays, elle peut être un moyen de revendiquer qui nous sommes et d'où nous venons, lorsque celle-ci a été entre autres mise à mal durant des siècles. Et elle est aussi quelque chose de très intime, quelque chose qui nous relie à notre famille et à nos ancêtres. La question de l'identité chez l'humain est très complexe. Savoir qui nous sommes, d'où nous venons et où allons-nous sont des questions qui effraient généralement les hommes. La culture nous permet donc de nous placer dans le monde, et bien sûr étant propre à chaque humain, il peut donc être très complexe de s'imaginer à la place de l'autre, même durant un petit instant. Comme vous avez pu le lire en début de vidéo, pour l'INSEE, la définition du voyage est définie par tout départ du domicile avec un retour prévu. Donc dans ce cas-là, et le cas de ma vidéo en général, on parle bien de voyage d'un point de vue récréatif. Néanmoins, cette problématique ne devrait bien évidemment empêcher personne à s'intéresser aux autres cultures. Je pense même que dans un monde globalisé comme le nôtre, il est en effet primordial de s'ouvrir à ce qui nous est étranger. Mais il est peut-être également important de prendre en considération nos biais liés à notre propre culture et nationalité. Et malheureusement, voyager n'est pas forcément synonyme de tolérance. Comme certains occidentaux qui portent encore un regard colonial et raciste envers certains pays voire continents entiers, qui se pensent bienveillants envers les populations locales alors qu'ils font au contraire plus de mal que de bien. Donc remettre en question ses propres biais culturels est parfois un exercice qui demande réflexion et bien sûr un peu de bonne foi. Donc l'argument que le voyage peut être utile car il permet de s'ouvrir aux autres cultures est un bon argument, mais qui je pense a besoin d'être nuancé. Ce n'est pas parce que l'on a voyagé à travers le monde que l'on est forcément plus ouvert d'esprit, et ça rejoint un peu ce que dit Montaigne, pour bénéficier du voyage, il faut déjà avoir un bon socle. Le voyage peut permettre de remettre en question nos propres biais, comme il peut n'avoir aucun effet, voire faire l'effet inverse. Ladies and gentlemen, have a wonderful first day here in Antarctica. Be sure to dress up warmly and enjoy. Das ist so wie vielleicht früher ein Entdecker, der sagt, jetzt haben wir es natürlich wesentlich leichter mit diesem schönen Schiff hierher zu kommen, aber prinzipiell ist es ein Traum, so eine Reise zu machen. Moi, je suis une touriste quand même qui ressent une certaine culpabilité de me dire que j'ai pris l'avion pour venir ici, je circule sur un bateau, bon, même s'il consomme moins que les autres et s'il n'y a plus de bouteilles en plastique, on a quand même une empreinte voilà, qu'on peut pas nier. Il est donc fondamental aujourd'hui de prendre en considération les conséquences de cette industrie qu'est le tourisme. Je pense qu'on est tous au courant à peu près des conséquences écologiques, c'est un sujet dont on a de plus en plus conscience et qui est important, c'est sûr, mais ce serait se voiler la face que de considérer ces dégâts-là comme les seuls. On note aussi beaucoup de conséquences sociales, culturelles et économiques dont il faut également se soucier. Et quand on pense trouver une alternative, comme avec Airbnb, en cherchant l'authentique, on note une destruction du patrimoine. Pour prendre l'exemple sur le Portugal, qui est un peu le nouvel Eldorado des Européens en devenant en peu de temps un pays extrêmement attractif d'un point de vue touristique, Lisbonne, sa capitale, subit d'importantes hausses du prix des loyers, mais également une gentrification où des quartiers autrefois populaires sont dorénavant principalement occupés par des touristes ou par des personnes de classe plus aisée. Donc certes, c'est une industrie qui a des conséquences positives
surtout d'un point de vue économique, mais on peut se poser la question de savoir si ça vaut vraiment le coup quand on voit les effets négatifs derrière. Le voyage fait partie de nos vies maintenant, donc l'effacer totalement serait impensable. Il est donc primordial aujourd'hui de repenser le tourisme. Ça peut passer par l'instauration de limites, vous connaissez peut-être l'exemple du Bhoutan, qui a une politique d'ouverture des frontières assez unique. Tout ce que je viens de dire sur le tourisme et ses conséquences peut sembler hors sujet, et l'est peut-être, mais c'est un point que je juge important car la question de apprenons-nous encore par le voyage est d'autant plus complexe car, comme j'ai pu le dire un peu avant, nous ne voyageons plus de la même manière qu'il y a encore quelques décennies. Et si l'on considère le voyage comme important car il nous permettrait de découvrir et d'en apprendre davantage sur le monde qui nous entoure, je pense aussi qu'il faut se poser la question de ma méthode d'apprentissage est-elle la bonne lorsque l'on connaît ses conséquences ? Pour conclure, la question de apprenons-nous encore par le voyage est complexe car tous les voyages ne sont pas les mêmes. Avec l'invention du tourisme de masse, on a vu naître une nouvelle manière de voyager, mais aussi un nouveau profil de voyageurs. Néanmoins, nous avons encore et toujours une vision très romancée du voyage et nous considérons encore cette pratique comme importante d'un point de vue éducationnel. Notre méthode de voyage étant différente aujourd'hui, créant de plus en plus d'infrastructures afin d'accueillir des dizaines, voire des centaines de milliers de touristes chaque année, conduisant à des conséquences qui peuvent être désastreuses sur les populations locales et sur l'environnement, il est peut-être important de nous questionner sur notre vision du voyage et la relation que nous entretenons avec cette pratique. Et lorsque l'on est sûr que cette pratique est utile à notre construction personnelle et philosophique, il faut alors peut-être nous poser davantage de questions afin de mener ce projet à bien.